Bonjour à tous. Alors, vous avez vu une première partie, donc ce centre André Chastel qui a un rôle essentiel au sein du ministère de la Culture. Et maintenant, je vais vous parler d'un laboratoire qui a 50 ans, enfin, qui a eu 50 ans en 2020. On voulait faire une grande fête et finalement, tout est tombé à l'eau, vous imaginez bien pourquoi. Donc, en fait, ce laboratoire a été créé donc, au sein du pôle vitrail, quand même, nous sommes deux agents du ministère de la Culture, donc moi-même, Claudine Loisel et Barbara Trichereau, ma collègue qui est dans la salle. Ce laboratoire a été créé en fait en 1970 par un grand homme, Jean Tarallon. Donc, j'en profite pour parler de lui parce que c'est un peu notre héros au ministère de la Culture et au LRMH. Et en fait, à cette époque, ils se rendent compte d'une chose au niveau des conservateurs et des architectes. Et lui va vraiment être précurseur dans le domaine, à se rendre compte de l'importance d'une équipe, d'un laboratoire qui va bien connaître les matériaux pour trouver les meilleures méthodes de mise en œuvre et les meilleures méthodes de restauration et les meilleurs matériaux à utiliser. Et de là, en fait, donc on est en 67, 68, et il va y avoir la naissance en 70 du LRMH. Tout ça part aussi au cours du XXe siècle, fin du XIXe aussi, d'un besoin et d'une avancée sur la protection des monuments historiques. Et là, je vous ai mis en fait la charte de Venise, qui est un élément essentiel, qui est créé donc en 64, qui permet en fait de donner des directives sur la conservation, restauration des monuments historiques. Et donc après, si on veut parler plus précisément du vitrail, vous avez donc les directives du Corpus Vitrarum, directives internationales sur les règles de déontologie qu'on doit avoir pour mener à bien la conservation, restauration de ces chefs-d'œuvre, parce qu'on peut vraiment parler de chefs-d'œuvre. Donc voilà en fait la naissance de ce LRMH. On est constitué en fait de 9 pôles. Donc il y a le béton, le bois, les grottes ornées, le métal, la microbiologie, qui est un pôle transversal qui va travailler sur tous les supports, la peinture murale, la pierre, le textile et évidemment le vitrail. Donc une petite plaquette pour vous montrer les infos, mais je finirai par le site internet du labo où vous pourrez trouver encore plus d'informations. Michel Hérol vous a parlé en fait de l'importance d'une équipe. En fait, quand on est autour de la restauration de ce patrimoine verrier que sont les vitraux, il n'y a pas qu'une seule personne qui décide de tout. C'est vraiment en fait une équipe transdisciplinaire. Alors là, le terme transdisciplinarité est au quotidien pour nous. Donc, si on prend une restauration sur un monument, évidemment, il y a la DRAC, la Direction régionale des affaires culturelles, qui va financer, qui peut être maître d'ouvrage sur les grandes cathédrales, par exemple, pour vous simplifier un peu les choses. Mais dans les petites communes, ça va être la mairie qui va être le maire, qui va être le maître d'ouvrage, par exemple. Il y a aussi une structure importante, le Centre des monuments nationaux, qui peut également être maître d'ouvrage, qui a un certain nombre de monuments en France, tels que la Sainte-Chapelle de Paris. Il y a un rôle essentiel de l'architecte en chef des monuments historiques, la CMH, qui va avoir ce rôle de maître d'œuvre. C'est lui un peu le chef d'orchestre qui va piloter et mener à bien la restauration. Et vous avez donc le centre André Chastel dont on vient de vous parler, le LRMH dont je vous parle, et puis une équipe extrêmement importante parce que c'est eux qui vont avoir les œuvres entre les mains. Ce sont les ateliers de restauration, maîtres verriers ou restaurateurs qualifiés, qui ont un rôle essentiel et qu'on se doit d'accompagner au mieux pour qu'ils soient le plus détendus, le plus zen possible, pour faire du beau travail et qu'ensemble, tous ensemble, on réfléchisse aux bonnes décisions pour les bons choix de restauration et transmettre ce patrimoine aux générations futures. Donc voilà l'équipe et ce côté expertise du LRMH. Et à côté de ça, en fait, au sein du pôle vitrail, nous avons cette partie expertise et une partie recherche dont je vous parlerai par la suite. Quelques photos pour illustrer des réunions de chantier. Ici en haut, j'ai mis une photo dans l'atelier de Claire Babet, puisque je sais qu'elle est là parmi nous cet après-midi. Et puis, vous voyez à droite aussi, ce sont des panneaux où là, on fait des analyses en fluorescence X avec Barbara Trichereau sur les vitraux de Saint-Étienne-du-Mont. Donc, pour vous donner une idée concrètement de nos rendus et de ce qu'on apporte au sein du LRMH, nos demandes, en fait, qui nous contacte, c'est donc le conservateur régional des monuments historiques qui va établir sa demande, qui est accessible maintenant sur le site internet, par un principe de saisine comme l'a décrit Michel Hérol.
Et ça peut également être l'architecte en chef qui nous contacte. Suite à ça, on peut être amené à travailler ensemble, en amont du projet de restauration, donc dans l'avant-projet, pour mener aux côtés de l'architecte une expertise, un diagnostic et voir l'ensemble des difficultés, des problèmes auxquels on va être confronté pendant la restauration. L'idée, c'est d'anticiper au mieux pendant ces études préalables, de façon à ce que pendant la restauration, on soit dans les temps et les coûts annoncés. Tout ça de façon à ce que ce soit bien cadré. Donc ici, je vous ai mis un exemple de rapport typique que l'on produit, donc cette matière grise que l'on produit au LRMH. Maintenant, avec l'open data, ces informations sont de plus en plus accessibles sur notre site. Vous pouvez y avoir accès. Le manuel, mais je vois que Michel Hérold a fait de la publicité avant moi, donc qui est un ouvrage, manuel de conservation, restauration et de création, qui est un ouvrage de base pour tous, quand on s'intéresse au vitrail ou qu'on doit travailler sur ce type d'œuvre. Et dans nos rapports, on va avoir le diagnostic, l'observation, les analyses, identification des pathologies et bien évidemment les préconisations et les conclusions. Puisqu'on est sur du concret, sur du réel, il y a des décisions à prendre, on est sur le temps d'un chantier, donc c'est plutôt action, réaction et efficacité. Donc maintenant, je voulais quand même un peu assister sur la partie recherche. Vous avez vu d'où viennent les sources et d'où viennent les questions, puisque ici, au sein de ce laboratoire, il s'agit de faire de la recherche au service du patrimoine. Et c'est pas le patrimoine au service de la recherche. Il faut bien spécifier les choses. Donc, mais évidemment, pour bien comprendre et pour trouver des solutions et traiter les pathologies, la recherche est essentielle et a été menée au laboratoire depuis sa création. Nos prédécesseurs, Jean-Marie Bettembourg et Jean-Jacques Burck, ont travaillé avec cette même méthodologie et cette même état d'esprit. Donc la recherche, sur quoi elle porte en fait au sein du LRMH, vous allez voir, elle est complète. On a de la recherche sur l'altération du verre, c'est la base. Moi, je suis chimiste à la base, Barbara est physicienne, donc à nous deux, on a ce regard-là croisé qui est essentiel, en conditions atmosphériques. Donc comprendre et avoir une meilleure connaissance des mécanismes et des cinétiques d'altération des verres, caractérisation des pathologies, essayer de trouver des traitements quand c'est possible. Il y a toute une partie évidemment sur la recherche, sur la connaissance en fait des verres. Quand on fait une restauration, c'est bien évidemment entretenir pour reposer. Et quand on les repose, en fait, moi, les vitraux qu'on pose, je les reverrai plus jamais. Les prochaines restaurations auront peut-être lieu dans 100, 150, 200 ans. Donc, on est sur du temps long. Donc, profiter de cette opportunité de la restauration, c'est important aussi pour la connaissance, pour notre activité aujourd'hui, mais aussi cette connaissance pour la transmettre aux générations futures aussi. Croiser les données au niveau des archives. Si les analyses ont un rôle essentiel, ils peuvent dire beaucoup. Elles peuvent aussi dire des choses fausses. Mais les archives sont essentielles et c'est le couplage des deux, ce regard croisé en fait, qui va vraiment permettre d'apporter de la connaissance et d'affirmer les choses. Une recherche sur les matériaux de conservation, par exemple les matériaux pour la consolidation des peintures, les collages, qu'est-ce qu'on utilise, comment on les met en œuvre. On va pas utiliser la première colle venue. Ça a été étudié, validé au niveau national, mais au niveau européen. On a participé à de nombreux projets européens sur ces questions-là. La mise en œuvre, comment on procède, les traitements de nettoyage, chimiques, mécaniques, il y a différentes écoles. Ce qui est important d'avoir, c'est un panel d'outils et avoir un restaurateur qualifié qui sache les utiliser au bon moment pour effectuer le travail dans de bonnes conditions et préserver ses œuvres. Et puis un dernier point qui est essentiel, qui est la recherche en conservation préventive, c'est-à-dire anticiper avant que l'altération ne soit là, c'est la mise en place de verrières de protection. Et là, il y a eu aussi des projets sur ce domaine que je vais vous présenter. Alors ici, je vous ai fait un petit listing des différents projets depuis 1970. Ça a commencé en 71-74. Je ne vais pas tout vous lire, rassurez-vous. Mais c'était un programme de recherche sur le développement d'un consolidant et d'un film Viacryl, parce qu'à cette époque-là, on était contre les verrières de protection. Ça passait pas en France. Je vous passe les détails des grandes discussions qu'il y a pu y avoir. Par contre, toutes ces informations-là et tous ces échanges et discussions
sont rassemblés en fait dans des dossiers géographiques qui sont au laboratoire et qui relatent toute l'histoire en fait et les courriers qui peuvent parfois être très intenses. Et ça, c'est une richesse aussi au sein du LRMH d'avoir ces dossiers géographiques qui sont un peu comme les carnets de santé des monuments sur lesquels on a travaillé. Donc, c'est vraiment des documents qui sont actuellement scannés pour les préserver, car ils sont extrêmement précieux. Donc, vous avez des projets donc de 71 jusqu'en 97 là sur des collaborations, évidemment, comme vous avez vu, depuis toujours. Finalement, on a été 2 agents au pôle vitrail. Donc, évidemment, pour travailler sur des projets plus sur un temps court, et puis en science, on ne fait jamais rien tout seul, donc on s'entoure de collaborateurs. Et là, Jean-Marie Bettembourg avait beaucoup, par exemple, travaillé avec Monique Pérez-Idjorba, et donc une petite pensée pour elle. Et vous voyez, on est vraiment dans cette continuité. Il y a eu un programme franco-allemand, quand je vous disais que les relations aussi au niveau européen, parce que c'est là surtout on a des vitraux, sont fortes. Ce programme franco-allemand de 88 à 97 a été extrêmement riche sur le vitrail, mais pas que, mais extrêmement important aussi. Alors l'altération du verre, deux petites photos pour vous montrer en fait 2 pathologies, enfin qu'on peut voir de plus flagrant. Donc ici on est en face externe et je vous présente en fait l'altération qu'on appelle en cratère, parce que l'altération du verre a commencé en un point, s'est propagée en surface, en profondeur, formation de produits d'altération, et on va avoir la perte par les eaux de ruissellement en face externe, mais aussi par la condensation en face interne, la perte en fait de ces produits et la formation de cavités. Et le nom cratère a été donné parce que tout ça, c'est simplement du bon sens. Donc voilà une illustration. Mais vous pouvez avoir d'autres pathologies, des croûtes uniformes. Ça, c'est typique des vitraux du 13e de Chartres, par exemple, où on se retrouve avec une surface riche en sulfate de calcium, ou si le verre contient du potassium et du calcium, on va avoir des sulfates doubles de calcium et de potassium. Donc, lors de la restauration, au niveau de la déontologie, il s'agit d'éliminer les produits d'altération qui vont cristalliser, qui opacifient, mais il ne s'agit pas en fait de venir abraser le verre. On va garder en fait la couche altérée du verre, cette couche qui fait partie de l'histoire du verre et qui peut dans certains cas aussi être une zone tampon. Donc prudence, il s'agit d'éliminer les produits d'altération tout en respectant le matériau d'origine. Parce que ça, c'est vraiment un élément clé. Charte de Venise directive. La préservation des œuvres passe par la préservation du matériau d'origine. Donc toutes les pièces de verre anciennes qu'on a sur les vitraux, on les garde, on les préserve et on les laisse in situ. Ça, c'est essentiel. On avance dans le temps. Alors là, c'est là où je suis arrivée. Moi, je suis arrivée en 2004 au LRMH. Là aussi, une série de différents projets qui ont été menés dans le contexte de projets nationaux de recherche en conservation des collections, qui étaient des projets vraiment utiles et performants, qu'on a menés avec le LISA, avec l'Université de Marne-la-Vallée, le LGE, avec Stéphanie Rossano, et puis tout à l'heure, il y a Aurélie Vernet-Caron, juste après moi, qui va vous parler de nos belles collaborations aussi, avec, entre autres, le projet, on s'est choisi des jolis petits noms, il y avait Caviar et puis il y avait GLAM, pour les différents projets. Et cet ANR, GLAM, a été vraiment très bénéfique pour approfondir la connaissance du vitrail. Donc on est vraiment dans cette continuité au sein aussi des collaborations et de l'avancée sur la recherche dans le domaine du vitrail. Quelques illustrations pour vous montrer à quoi ressemble en fait le phénomène de fissuration, irisation sur les verres en face interne. Et puis le problème qui nous a beaucoup interrogé, enfin qui avait beaucoup interrogé nos prédécesseurs dans ce projet franco-allemand, ce problème de brunissement lié à cet élément chimique qui est le manganèse, qui vient opacifier et les traitements chimiques qui avaient été développés, donc la connaissance de 90 à 96 avait permis de comprendre que ça se passait autour du manganèse, qu'il y avait une évolution à Mn2+, Mn3+, 4+. Mais il y avait aussi une partie sur des traitements qui étaient avec des composés extrêmement acides, hydradine pour le citer, et qui venaient en fait
faire peut-être plus de dommages qu'il n'avait d'intérêt. Donc la sagesse s'est imposée et en fait, riche de ses connaissances, des essais avaient été faits, mais il avait été décidé de ne pas utiliser ces produits. On a repris en fait cette recherche en 2010, jusqu'à 2014 avec Stéphanie Rossado, entre autres, pour avancer sur la connaissance, approfondir avec les technologies d'aujourd'hui, avec les accès aux synchrotrons qui permettent d'aller voir vraiment à l'échelle atomique ce qui s'y passe, et puis aussi renouveler en fait des traitements. Donc là, on avait 2 produits qui sont plutôt intéressants, mais avant de se lancer et de donner des produits chimiques comme ça, voilà, que tout le monde pourrait utiliser, il faut avoir de la prudence, de la vigilance, et donc on est encore en phase d'essai. C'est comme les médicaments, on est encore en phase d'observation avant de vraiment les préconiser. L'impact des micro-organismes, je vous en parlais, quelques exemples pour illustrer ce propos. Vous avez donc cette couleur verdâtre bien fluo, là, des algues, et puis aussi des lichens. Alors généralement, les micro-organismes s'installent pour s'installer sur le vitrail, il faut vraiment qu'il y ait de la rugosité, qu'il y ait des aspérités pour qu'ils puissent prendre place. Avant qu'ils n'arrivent sur le vitrail, ils sont déjà bien installés sur la pierre et l'ensemble de l'édifice. Mais là, évidemment, comment on élimine ces produits, ces pathologies, ces résidus? Eh bien, il y a des méthodes. On peut utiliser des biocides ou pas. Enfin voilà, ça c'est maîtrisé, contrôlé. On a les protocoles. La recherche sur la connaissance des vers. Là, je vais vous parler donc l'accélérateur Grand Louvre d'analyse élémentaire, qui est dans les sous-sols du CE2RMF, qui est un outil d'excellence qui permet des analyses non invasives, non destructives, puisque ça, c'est vraiment le maître mot majeur, de façon à documenter ces œuvres. Il ne s'agit pas de faire des prélèvements n'importe comment sur les œuvres. Et donc, ici, vous voyez l'accélérateur. C'était avant 2017 parce que là, il y a une petite régénérescence. Mais c'est un outil qui va vraiment permettre d'avoir les éléments majeurs et les éléments traces. Et en collaboration avec nos collègues du C2RMF, on monte régulièrement pour les restaurations les plus importantes des campagnes d'analyse pour monter progressivement une base de données et pouvoir aborder les points et les croisements de données pour avoir les correspondances temporelles, géographiques sur différents ensembles. Je vous remonte une photo que vous avez déjà vue, là, qui avait été un projet qui avait vraiment permis de bien mettre en place la méthodologie. Et puis, c'est vrai qu'on avait bénéficié d'un contrat, un financement IDEX pour garder Myrtille Junot avec nous pendant 1 an pour affiner et vraiment mettre en place une méthodologie importante qui a pu bénéficier maintenant aussi ensuite à Nathan Capobianco et puis à Théo Karoff qui est avec nous aujourd'hui. Avec Aglaé, en fait, je vous montre la première carto qui a été réalisée sur Aglaé, puisqu'on l'a fait sur le vitrail, pour vous montrer aussi la cohésion d'équipe et le lien qu'on a entre ces 2 laboratoires du ministère de la Culture, où là, en fait, on est dans l'innovation aussi, essayer d'avancer au mieux et de récolter un maximum de données. Les recherches sur les matériaux de conservation sont nombreuses. Il y a eu différents projets, c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Les recherches de consolidants, quand vous avez une grisaille poreuse, fragile sur un verre altéré, évidemment, si vous mettez un matériau, la question de la réversibilité va être complexe si il est décidé 50, 80 ans plus tard de l'éliminer. Donc là, on a vraiment aussi abordé les questions de retraitabilité. Donc là, une consolidation ne doit jamais être faite en préventif. On ne le fait que si on sent que la peinture va tomber. Donc là, c'est extrêmement important d'être très prudent et très minimaliste sur ce type d'intervention pour éviter de futurs dommages aussi, puisque les matériaux de conservation eux-mêmes vont s'altérer dans le temps. Donc il faut toujours garder ça en tête. Les techniques de collage, pour vous montrer un peu ce qu'on peut utiliser dans le domaine du vitrail. Donc ça sont le silicone, par exemple, qui avait été utilisé sur la façade occidentale de Chartres, dont vous voyez une photo en haut avant restauration et en bas après restauration. Une grande pièce qui est plus grande que ma main, avec des cases multiples. Et là, on avait pu faire un retour sur expérience. En fait, ces vitraux, ce panneau avait été restauré en 1974.
Et en 2011-2012, on avait pu accéder à ces panneaux, puisque là, il avait été décidé de mettre une verrière de protection. Et donc, c'était un retour sur expérience pour voir comment avaient évolué ces collages, ces silicones. Et les résultats étaient... Alors, vous allez me dire, ça fait un petit peu plus de 30 ans, c'est peu. Je suis d'accord avec vous, mais c'est déjà ça. Et cette opportunité-là n'est pas si fréquente que ça à l'échelle d'un monument. Donc c'était une opportunité de pouvoir voir l'évolution en fait de ces matériaux. Un autre type de collage qui peut être utilisé sont les collages époxy. Époxy résine, araldite 2020, Extal, il y en a différents modèles, différentes. C'est ce qui est utilisé dans le domaine des musées. L'avantage, c'est qu'on a un bon indice de réfraction qui est proche de celui du verre, donc on va avoir vraiment un travail très propre, très soigné. Après, on peut avoir une petite fragilité au niveau de la casse. Ça reste des collages assez fragiles. Mais si on met des verrières de protection, enfin, on ne les fait que si on met des verrières de protection, on va avoir en fait une bonne durabilité de ce type de traitement. Donc là, je voulais vous parler de 2 grands projets européens auxquels nous avons participé en 2007-2010, le projet Consglass pour Conservation of Stained Glass, et puis Nanomatch, la proposition de nanoparticules, nanomatériaux pour les nanochaux pour la pierre, et puis dans le domaine du vitrail, on était plus sur l'utilisation au sein de Nanomatch, la synthèse d'alkoxyde d'aluminium pour des pathologies particulières qu'on appelle le criselling, qui sont des nanofissures. Donc, on a travaillé sur ce domaine-là. Donc, pour le projet Consglass, dans les résultats qui sont toujours accessibles sur le site internet, dont je vais vous montrer l'adresse juste après, vous avez en fait accès à des fiches de synthèse, des tableaux de résultats, des matrices sur les produits utilisés. Donc, vous pouvez voir les choses et tous les résultats. Et puis ici, vous voyez en fait sur le site internet, qui est plus une picture gallery, vous avez sur la gauche tous les sites qui ont participé, enfin qui ont été étudiés dans le projet. Et en partie haute, vous voyez les matériaux de conservation qui ont été réobservés plus tardivement. Donc l'acrylique, des hybrides polymères, et les résines époxy aussi. La wax, alors la wax, parce qu'en Angleterre, pour la restauration et la consolidation des grisailles, on pouvait utiliser de la cire d'abeille. Donc là, aujourd'hui, la question, pendant le projet, ce qui s'était posé comme question avec nos collègues de Canterbury, c'était de voir en fait comment on peut réintervenir. Est-ce qu'il faut réutiliser de la wax ou est-ce qu'on peut avoir une alternative avec d'autres matériaux tels que le paraloïde B72. Et ces projets-là, en fait, sont essentiels parce que là, c'était vraiment de se mettre, on était 8 partenaires au niveau européen, se mettre autour de la table, poser les choses, faire le point sur ce qui a marché, ce qui a bien moins bien marché au sein de chaque pays, faire la part des choses aussi, et prendre les bonnes idées des uns et des autres, et surtout, en fait, se serrer les coudes, je dirais, pour avancer dans le domaine de la conservation-restauration de ce patrimoine. Parce que au niveau mondial, c'est une petite communauté quand même, ce domaine du vitrail. Mais il y a une cohésion d'équipe au niveau international qui est très forte et on sait qu'on peut compter les uns sur les autres. Et c'est ce qui est passé là aussi pour l'Ukraine, entre autres. Le projet Nanomatch, vous avez un site aussi que vous pourrez aller voir pour en savoir plus. Le vitrail, c'était une toute petite partie dans ce projet. C'était vraiment la continuité en fait du projet Consglass. Et puis le dernier point que je voulais aborder, c'était la mise en place de verrières de protection, qui est la seule méthode efficace et durable de conservation préventive. Et là, je parle d'un projet qui s'est fait avant moi, mais que j'ai suivi de loin, puisqu'à cette époque-là, j'étais en Allemagne. Et de 2002 à 2005, c'était ce programme européen, Vidrio, qui a été extrêmement important, utile. Il a permis de faire un retour sur expérience, de voir l'efficacité, de constater, d'instrumenter en fait plusieurs sites, Cathédrale de Cologne, Sainte-Chapelle de Paris, Saint-Urbain de Troyes, de façon à voir sur 3 ans, en fait, d'une part, si l'efficacité de la verrière de protection avec, je dirais, le point clé, c'est suppression de la condensation sur la face interne du vitrail. Donc ça a été vraiment un projet qui a permis de donner des paramètres aussi
grâce à ce projet, on sait que la distance en fait entre la verrière de protection qui elle va prendre la pluie, le vent, la grêle, et le vitrail qui devient un petit peu comme un tableau dans l'édifice doit se trouver situé à 3,5 cm. On doit avoir des bonnes aérations en partie basse, en partie haute pour qu'on ait un flux d'air autour du vitrail, autour de la verrière. Donc tous ces paramètres-là ont été essentiels pour préconiser et pour assurer en fait une efficacité à ce système de conservation. Donc ici vous voyez un exemple sur une rose. Alors évidemment tout projet de mise en place de verrière de protection est toujours un petit casse-tête au départ, mais très vite ça peut être passionnant aussi puisqu'il s'agit de trouver des alternatives techniques et là bien souvent les architectes joue le jeu et on a de très beaux résultats. Là, on vient de terminer la cathédrale Saint-Jean de Lyon, la mise en place sur la rose occidentale avec l'architecte Botton, mise en place de verrières de protection avec des verres anti-UV qui avaient été déjà utilisés à York et sur le site de Naumbourg en Allemagne. Et là, c'est le premier site en France où on a ce type de verrière de protection qui est vraiment un gros plus pour l'édifice. Donc, les objectifs en fait de cette verrière de protection, je vous ai déjà dit un petit peu les choses, mais on va les relister comme ça. Vous allez être des défenseurs avec moi de la verrière de protection. Protéger la face externe des verres anciens, nettoyer contre les verres anciens après traitement de nettoyage, les protéger contre les agents atmosphériques, protéger la face interne peinte contre l'effet de la condensation. Donc l'avantage, ça va être qu'on va avoir une verrière qui va assurer l'étanchéité. Alors évidemment, tout ça, ça s'ajuste, puisque finalement, j'ai toujours tendance à dire que c'est le monument qui va décider et qui va choisir un peu sa verrière, puisque ça va vraiment dépendre de l'architecture, des chapiteaux, des petits détails qu'on ne voit pas forcément. Et donc, on va écouter le monument pour s'adapter à lui et lui mettre cet écrin. Donc la verrière va assurer l'étanchéité de l'édifice, elle va permettre de limiter ou de supprimer les mastiquages, il n'y a plus besoin de mastiquer les panneaux anciens. Ça va permettre d'avoir des restaurations poussées avec des collages, des consolidations, ce qu'on ne peut pas faire si on n'a pas de verrière de protection. Et puis, il y a aussi une facilité, alors il y a différents cas possibles, mais dans bien des cas, en fait, ça va être une possibilité de dépose rapide sur certains ensembles, et ce qui peut être intéressant dans un cas d'urgence aussi. Donc ça, c'est à garder en tête. On a eu un projet, on a mené un projet avec Adèle Relier sur un inventaire, un recensement des verrières de protection en France. Et moi, en voyant cette carte, donc vous voyez tous les petits points, c'est là où on a des verrières de protection. L'idée, c'était vraiment d'une part de valoriser les architectes qui en mettent, les DRAC et les CRMH qui financent, et se rendre compte de tout le travail qui est fait pour préserver les vitraux en France. Donc, c'était un petit cocorico aussi, se dire, voilà, tout ce qu'on a fait. Et puis, de valoriser, en fait, dans ces fiches techniques qu'on a rassemblées, aussi bien l'architecte, mais aussi les ateliers qui ont fait ce travail et qui font du beau travail. Et donc, c'est aussi, voilà, se donner des forces pour poursuivre cette mission. Donc, quelques exemples de verrières de protection. Alors, je vous ai mis un petit exemple allemand parce que chez eux, les verres incolores un peu brillants comme ça pose pas de problème. Chez nous, on rajoute des patines, on va retravailler. L'esthétique, je compte beaucoup. Et donc là, je vous ai mis la coupe pour vous montrer un petit peu schématiquement le principe que je vous ai expliqué. Donc vous voyez, face externe, vous avez la verrière de protection qui va être bien étanche, avec toutefois des petits trous en partie basse, des petites aérations pour les autres condensations qui vont se faire sur cette verrière de protection. En face interne, vous avez donc le vitrail qui est à 3,5 cm, et en partie basse, en partie haute, on va ajuster des ouvertures de façon à ce qu'il y ait une ventilation naturelle qui s'adapte suivant les températures extérieures, intérieures. Donc tout ça fonctionne bien, a fait ses preuves. Ce petit flux d'air est intéressant aussi parce qu'il évite aux araignées de venir stagner en fait dans cette zone et ça permet aussi d'avoir une élimination en fait des dépôts.
Un autre exemple, ici, ça c'était une des premières. Pensez à Jean-Marie Bettembourg aussi, qui avait installé à Bourg-en-Bresse, on était en 91 là, ces panneaux que sur la partie basse, qu'il avait instrumenté, il avait ses capteurs qui tombaient toujours en panne, mais il avait persisté, il y croyait. Les verres mis en plomb, il existe différents modèles de verrières de protection. Vous avez le style verre mis en plomb, on va reprendre pour chaque panneau le dessin, la trame principale qui constitue le réseau de plomb de chaque panneau. C'est ce que vous voyez ici. Et puis vous avez un autre modèle de verre thermoformé où là on va venir prendre, je ne vais pas tout vous détailler, mais on vient en fait prendre l'empreinte de chaque panneau. Et donc cette empreinte est prise sur un lit de plâtre sur un four. On va enlever le panneau délicatement, on élimine les petits résidus de plâtre qui sont inertes sur le vitrail. Et là, on va placer un autre verre bien stable de chez Saint-Gobain qui pourrait être patiné ou pas, suivant les goûts, de façon à le monter jusqu'à sa température de ramollissement et épouser en fait la forme, l'empreinte du vitrail ancien. Et ces panneaux, ensuite, vont être montés dans une serrurerie donc pour former la verrière de protection. Donc ça, c'est un autre modèle. Et là, on est sur des grands panneaux sans plomb qui peuvent être feuilletés. Donc là aussi, on peut avoir une résistance assez intéressante. Donc c'est un autre modèle qui avait été vraiment proposé. Il est au même prix, en fait, que le modèle mis en plomb. Mais l'idée, c'était d'avoir des propositions, des possibilités de modèles pour satisfaire tout le monde et satisfaire chaque édifice. Un petit point rapide, en effet, sur Notre-Dame et sur le groupe de travail Vert que je coordonne. Donc, je vous ai mis tous les partenaires qui sont le doigt sur la couture du pantalon, comme dirait notre cher général Georgelin. L'idée, c'était d'avoir... Alors, pour les vitraux, je vais être bref, mais tout va bien. Ils sont tous en bon état de conservation. On a quelques casses thermiques, mais rien de grave. Tout est là. C'est juste génial, on va dire ça comme ça. Donc là, les restaurations, il y a eu juste une phase de... Alors, la différence avec d'autres sites, c'est que là, il faut procéder à une phase de décontamination, puisque, comme vous le savez tous, il y a eu un petit nuage riche en plomb et une couche supplémentaire de plomb qui s'est posée sur tous les supports. Donc, on y travaille. Et dans le cadre de ce groupe de travail, la priorité, et je vais aller très vite, c'était de bien connaître, de caractériser ce dépôt pour pouvoir l'éliminer sans risque pour les verres et les peintures. Donc, c'est ce qu'on mène au sein de ce projet Plomb ND, financé par le DIMAP et qui permet de bien avancer. Donc là, je vais être rapide, mais vous voyez, par exemple, des pièces de verre. En fait, on a utilisé des pièces de verre, des pignons, pour les caractériser, les dépôts de surface. Et je finis avec le site internet du LRMH, où là, vous trouverez plein d'informations. Vous avez les ressources en ligne. Vous avez des accès à différents documents, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. C'est riche de documentation. On a aussi sorti pour nos 50 ans, c'est la seule chose qu'on a fait du coup, on s'est offert un Beaux-Arts magazine. Donc si vous voulez en savoir plus et en lire un petit peu plus sur les autres pôles du laboratoire, n'hésitez pas à aller voir. Et sur le site internet, on a tous nos bilans d'activités qui sont aussi accessibles. Donc voilà, vous pouvez savoir et nous suivre à la trace et savoir ce que font ces agents du ministère, ces fonctionnaires du ministère de la Culture. Et le chantier Notre-Dame, évidemment, là vous tous avez des sources sûres avec plein d'informations. Donc si ça vous intéresse, si ça vous passionne, vu que demain on a les 3 ans, donc n'hésitez pas à aller voir. On est sur quelques sites, mais on s'est mis à Facebook quand c'était démodé. Donc voilà. Mais on est dans le souci de conservation aussi pour les sites. Mais là aussi, vous pouvez nous suivre un peu. Hein. Mais bon, là, je vous laisse voir. Et puis, merci beaucoup pour votre attention et merci aux organisateurs, à Laurent et Gérald pour m'avoir permis d'être parmi vous aujourd'hui. Merci.